Journaliste spécialisé dans l'actualité scientifique, il n'a qu'une obsession en tête. Comment ça marche? Cette petite phrase culte est même devenue sa signature. Je suis sûre que vous l'avez déjà identifiée. J'ai le grand plaisir de recevoir pour la première fois dans VIP Michel Chevalet. Michel Chevalet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on doit vous la ramener, cette phrase? Comment ça marche? Alors, il y a une histoire, c'est vrai. Et en fait, l'histoire, c'est pas venu de moi. Contrairement à ce que l'on pense, c'est Laurent Gérard, mon grand copain Laurent Gérard. Ben oui. J'avais fait un gala, vous savez, il y avait... il y a 25 ans, une espèce de remise de trophées, comme il y en a pour les journalistes, organisée par un magazine de télévision. On s'était retrouvés à aller à Hammamet, en Tunisie, à l'époque on pouvait y aller, avec une caravelle pourrie, charter, qui tombe en panne. Donc je leur fais un cours aux invités, évidemment, sur le problème de la caravelle, le problème de ces inverseurs de poussée. Bref, on arrive là-bas pour remettre des Oscars. Il est minuit. Alors à minuit, on a eu droit au chameau, à la balade, des trucs. Bref, le repas, c'était Jacques Martin qui animait la séquence, vous voyez, c'est pas jeune. Et on s'est retrouvés à 4 h du matin, où passaient en vedette Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Ah oui, évidemment, le bide de sa carrière à Laurent, parce que 4 h du matin, tout le monde en avait marre, tout le monde voulait se coucher. Et Laurent, qui était assis à côté de moi, je ne connaissais pas, qui me dit, mais vous savez, moi j'ai remarqué un truc, vous dites tout le temps comment ça marche. Je n'avais pas pris conscience, c'est un automatisme, si vous voulez. Il me dit, mais est-ce que j'aimerais le mettre dans un sketch, est-ce que vous m'autorisez? Je dis, avec grand plaisir. Et finalement, il est passé après à Europe numéro 1, il faisait comment ça marche, et puis après, d'abord il a démarré RTL, oui c'est ça, non c'est l'inverse, c'est Europe, et puis après RTL, et il faisait comment ça marche. Et le répondeur, je crois encore, mais je ne vous donnerai pas le numéro de Laurent Gérard, c'est un répondeur comment ça marche. Voilà toute l'histoire. Et donc c'est Laurent, c'est grâce à Laurent, je le remercie, qui a en quelque sorte institutionnalisé l'affaire. Ah, voilà, on a la vraie histoire. C'est la première fois que vous l'avez. Oui. Et c'est drôle parce qu'il y a des petites phrases comme ça qui signent un journaliste. Jacques Chancel, c'était idiot dans tout ça, qu'en réalité, il n'a dit qu'une fois. Il n'a pas dit tant que ça. C'est vrai. Mais il y a des légendes, des sortes de légendes urbaines qui se créent autour de personnages très connus, comme vous l'êtes. Et finalement, on aime bien que la légende rattrape le bonhomme. Finalement, il y a quelque chose comme ça. On l'a trouvé pour l'entretenir. Voilà. Voilà. Merci de le dire. Alors, avant qu'on vous connaisse tous sur TF1, je crois que c'est là qu'on vous a à peu près tous découvert, vous avez fait de la presse écrite. Et votre premier engagement de journaliste, c'était pour La Croix. J'ai découvert ça, 10 ans à La Croix. Eh oui, et je ne le regrette pas. C'était un passage formidable. Si vous voulez, très rapidement dit comment s'est fait le passage à La Croix. Bon, j'étais professeur de mathématiques, et j'ai eu Laurent Voulzy comme élève, Patrice Duhamel, des belles réussites. Donc vous étiez pas en mathématiques. À Paris. J'étais à Nogent-sur-Marne. D'accord. Nogent-sur-Marne. Et donc, étant professeur, j'écrivais aussi dans la revue Sciences et Avenir. Et c'était, vous voyez, aux alentours de mai 68, on avait du temps de livre à ce moment-là, vous voyez pourquoi. Et donc j'avais fait une série papier, et j'avais fait un numéro spécial de Sciences et Avenir consacré à l'informatique. À l'époque, c'était les énormes ordinateurs, il y avait tout un mythe autour de cela. Et un des patrons de La Croix, qui connaissait les gens de Sciences et Avenir, on dit non, il est pas mal, là, vous n'avez pas un rédacteur, parce qu'on cherche un rédacteur scientifique. C'était très courageux de la part de La Croix. Attendez, on était en mai 68. Hein. Et donc, l'échange s'est fait, et tout en étant prof, j'ai accepté. Donc, je me levais le matin à 4 h du matin. À 4 h du matin, je fonçais au journal La Croix. À l'époque, il y avait les téléx, ma chère, vous n'avez pas connu ça. On découpait au marbre, on découpait les grandes feuilles de papier que vomissaient les AFP et les Reuters la nuit. Ce qui m'intéressait, c'était la partie scientifique. Et quand il y avait un papier à faire, il fallait que tout soit bouclé, parce que j'avais cours, moi, mes élèves, c'était à 8 h le matin. Donc il fallait que je me tire rapidement à 7 h, 7 h 15, pas plus tard. Vous voyez, donc de 4 h du matin jusqu'à 7 h du matin, soit je rédigeais un papier, soit je prenais connaissance, c'était obligatoire. Ça a pris de l'ampleur, et j'en suis ravi, et si bien que, et c'était très courageux de la part de La Croix, il y a eu un supplément, je crois qu'on était le premier quotidien à faire un en supplément France. Scientifique. Il y a eu un supplément scientifique, du journal La Croix, 4 pages hebdo. Et vous faisiez ce que vous vouliez, Michel Chevalet, carte blanche, parce que c'est à une époque où foi et science discutaient peut-être pas encore aussi facilement qu'aujourd'hui. C'était très courageux. Vous savez, on était j'oserais dire,
c'était 30 glorieuses, dans les grandes découvertes, dans la science triomphante, qui remettait en cause beaucoup de principes. Et notamment, il y avait tous les problèmes éthiques que posaient les débuts de la biologie moléculaire, la découverte de l'ADN, le problème de l'hérédité. Qu'est-ce qui est l'acquis, qu'est-ce qui est inné. Et voilà, vous voyez, c'est très courageux. Et ils m'ont laissé carte blanche. Et ça, et j'en remercie encore. Vous avez eu, puisqu'on parle de la Croix, vous aviez une éducation religieuse catholique ou c'était une totale découverte? Catholique, plutôt oui, catholique. J'ai un père qui a été élevé chez les jésuites. Alors, vous voyez, c'était beaucoup dire. C'est-à-dire, on lui disait, c'est tout droit, tu ne trouveras pas le chemin. Voilà, j'ai résumé, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc, éducation catholique classique. Classique, tout à fait classique. Avec une... J'ai fait ma communion. Mais une vraie foi ou c'était plutôt un environnement social? Non, c'est mes parents, c'est mon père qui voulait que... on était 4 enfants dans la maison et une éducation religieuse. Donc on a fait le catéchisme. Enfin, j'ai participé, j'ai donné un coup de main aux prêtres de la paroisse pour des camps, pas de scouts ou des camps de jeunesse, si vous voulez, pendant les colonies de vacances. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de tout ça? Je ne regrette pas, si vous voulez. Je ne regrette pas, parce que simplement... j'ai pris le recul sur les choses, mes conceptions des choses ont évolué, on vieillit, l'environnement de la société a évolué. Maintenant, j'ai pris, disons, beaucoup plus de recul sur la religion. On y reviendra tout à l'heure à cette discussion entre science et religion, puisqu'on va recevoir une actrice, Bénédicte Mayer, qui va venir nous présenter une pièce de théâtre, un petit bijou qui s'appelle L'Univers des masqués, où elle fait se rencontrer de personnes qui ne se sont jamais rencontrées dans la vie, de Belges, Magritte d'une part, et Georges Lemaitre, le papa du Big Bang, d'autre part. Donc la discussion sera intéressante entre vous deux. Mais avant qu'elle nous rejoigne, on a un petit peu de temps pour discuter. Alors c'est vrai que, j'allais dire moi, mais je pense que l'intégralité des gens avec moi vous ont surtout découvert quand vous êtes arrivé sur la première chaîne française, sur TF1. D'un seul coup, c'est une autre exposition. Et vous avez démocratisé la science, finalement. Vous avez réussi à intéresser des gens qui, naturellement, genre, voilà, Bibi, ne s'y intéresseraient pas. Alors, je vais vous résumer. Moi, je crois que c'est mon ami Bertrand Picard. Oh là là, le Suisse, oui, qui fait... merveilleux. Alors, je ne sais pas si les gens savent tous qui est Bertrand Picard. C'est donc comment on peut dire, un aéronaute. Son arrière-grand-père avait inventé le sous-marin. C'est un psychiatre. Non, il est toujours médecin. Oui. C'est ça qui est étonnant. Il est psychiatre, c'est vrai. Il est médecin, psychiatre, mais passionné par la lignée depuis le grand-père, qui a donné l'image du personnage d'Hergé, professeur Tournesol. Voilà. Hein, avec sa touffe de cheveux, ses petites lunettes. Il y a eu Picard, le premier Picard, qui est monté en ballon dans la stratosphère. Après, il y a eu le fils qui est descendu dans les abysses, à 11 800 mètres, au plus profond. Et puis, la lignée, le troisième, lui, il était aérostier, il est pilote. Évidemment, il est aérostier. Vous vous souvenez, il a fait le tour du monde en ballon. Il a réussi. Et puis là, maintenant, il s'est lancé dans l'avion solaire. L'avion solaire qui va revoler. Voilà, qui est un avion solaire qui a déjà fait un tour du monde. Je vous annonce la date, à partir du 16 avril. Il va tenter de décoller d'Hawaï pour aller, après, à Phoenix, en Arizona. Et alors, pourquoi on parlait de Bertrand Picard? Dites-moi, Michel Chevalet. Parce que Bertrand Picard a cette phrase, moi, je trouve étonnante, et qui dit, pour changer la société, il faut changer les hommes. Mais pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Et finalement, je la fais un peu mienne, parce que mon rôle, ça a été de donner envie, comme on dit à Madame Michu, c'est-à-dire au grand public, aux non-scientifiques, ceux qui n'ont pas la culture scientifique, mais qui ne la rejettent pas. Bien sûr, si les gens ne veulent pas entendre, c'est pas la peine. Leur donner envie d'apprendre, de découvrir, de s'émerveiller du monde technologique et scientifique qui nous entoure. Donc mon rôle a été de les sensibiliser, de leur donner envie d'apprendre. Après, ils ont à leur disposition multitude de moyens d'information, surtout aujourd'hui. Mais faut-il encore qu'ils en aient envie? Et mon rôle a été de leur donner envie. Oui, d'être ce grand pédagogue, ce prof qu'on aurait tous aimé avoir, finalement, et qui, moi, a réussi à m'intéresser au train, alors que franchement, je peux vous assurer que les trains, à la base... Ah bon? Donc, c'était pas trop mon truc. Oui, mais vous avez une passion pour ça. Ah, un peu ça. Alors, on sait que j'aime les fusées, on sait que j'aime les avions, j'aime la biologie, j'aime l'astronomie, voilà, et j'aime les trains. Ouais. Alors, l'histoire des trains, pourquoi j'aime les trains? Parce que mes parents habitaient le long d'une voie ferrée, donc il n'y avait pas d'horloge à la maison, on était rythmé par le passage des trains. Ah oui. Et quand il y avait grève, parce qu'à cette époque-là, c'est juste après la guerre, il y avait beaucoup de grèves, on était un peu paumés à la maison. Donc on était rythmé par le passage des trains. Et je regardais
passer, c'est les trains à vapeur à l'époque. Et donc j'ai voulu savoir comment ça marche. Donc je me suis intéressé, j'ai rencontré des cheminots qui m'ont, en douce, me faisaient venir dans les dépôts. Donc j'ai mis un peu les mains dans le cambouis. Et puis j'ai fait des stages de conduite. Et quand j'étais élève ingénieur, comme on fait des stages, j'ai fait des stages à Air Liquide, dans des grandes boîtes, c'est normal. Mais également, j'ai demandé à faire des stages à la SNCF. Et j'ai fait des stages à la SNCF. Et j'ai participé à la conduite de différents types d'engins. Et ça m'a donné l'amour du train. Et j'ai une passion pour les trains parce que c'est une merveille. On l'oublie tout le temps, rouler, vous vous rendez compte, à 300, maintenant ça va être 320 et bientôt 350, assis dans un fauteuil en TGV, je n'allais pas dire en buvant un verre parce qu'il n'y a plus de restauration, hélas, mais tout de même, mais c'est un progrès énorme pour ceux qui ont connu les trains qui dépassaient pas 120. Enfin, c'est étonnant. Rouler à 300 en toute sécurité, dans le confort, 300. Mais il y a longtemps déjà que les avions ont décollé à 240. Il faut réaliser la performance que ça représente. Vous savez qu'à cause de vous, je me suis retrouvée pour mon anniversaire, c'était en 1981, le TGV qu'il est apparu. Hein. Le premier TGV, Le premier TGV. La mise en service. La mise en service avec un livre en cadeau d'anniversaire sur le TGV. Parce que vous aviez dû en parler, j'imagine. Et mes parents trouvaient ça très bien que leur fille soit briefée sur les trains et sur le TGV, parce que vous aviez dû le dire. Voilà. J'avais fait les essais, on avait battu un record du monde avant, voilà. C'est ça qui est bien dans votre métier, c'est que vous êtes à la pointe finalement du progrès, donc vous allez vous retrouver dans le premier TGV qui va rouler, vous allez vous retrouver, enfin, je sais pas, quelle expérience extraordinaire vous avez pu vivre, ou qui vous a marqué après coup quand on se retourne. Je ne peux pas vous raconter toutes les grandes premières du jeune longue carrière. Hein. Moi, j'aime bien, c'est quand mon copain Drucker, il dit 50 ans de télévision, j'en suis pas loin. Hein. Oui. Il a démarré un peu avant moi. Mais vous faites partie des pionniers, bien sûr. Oui, j'ai eu peur que vous disiez autre chose. Non, mais quelle grande première vous a particulièrement marqué une fois que c'est derrière vous? J'en ai fait beaucoup, mais je tenais, si vous voulez, quand on était à TF1, hein, on disait, on est sur la une, il faut qu'on soit les premiers partout. Et on y mettait le paquet. Et au moins, il faut connaître la chaîne, elle avait les moyens, et à l'époque, quand on voulait quelque chose, on y mettait les paquets. Et je n'ai jamais eu, c'est formidable, dans ce métier de journaliste, jamais eu de contraintes budgétaires. Wow. Dites-nous ça, KTO. Voilà, oui, voilà. Écoutez bien, monsieur le directeur. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait découvrir au grand public Ariane. Ouais. Alors que, de vous à moi, en 79, c'était une grosse pétoire qui avait 25 ans de retard sur ce que faisaient les Russes et les Américains. Les Américains, en 81, ont lancé la navette. En 79, on a lancé Ariane, qui était un engin arriéré, archaïque. Enfin, avec ça, tout de même, on est devenu le leader mondial. Et donc, je l'ai fait aimer et découvrir et faire vibrer les gens au lancement de cette fusée. C'était mon boulot. J'ai fait la première navette. Pour la grande première, j'avais à côté de moi un gars qui l'avait piloté sur le plateau. J'ai fait venir Fred Hayes, qui était l'homme d'Apollo 13. J'ai fait jouer de l'orgue à Jean-Loup Chrétien à bord de la station Mir. J'ai fait monter un petit clavier d'orgue Yamaha dans la station Mir. Vous voyez le boulot que c'est. Donc mon rôle, j'ai fait porter un béret basque à Patrick Baudry quand il a volé. Vous, le béret basque. Ah ben vous voyez, donc j'ai réussi mon coup médiatique, parce qu'il fallait parler du vol de Patrick qui traînait un désintérêt des journalistes pour ça, et surtout des rédactions. Donc on cherchait des idées. Bon, on a dit, tiens, et moi je lui ai fait mettre un béret basque et des charentaises bleu, blanc, rouge. Il fallait le faire, il fallait oser le faire. Il en a parlé dans cette émission, Patrick Baudry, il est venu la toute première année de VIP, il en a parlé. Ah ben oui, c'est un copain, c'est un ami. Ça, c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? J'ai fait le percement du tunnel sous la Manche en direct. Ouais. Il fallait le réaliser. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas fait? Le coup manqué ou alors c'était juste pas l'époque encore? Alors, il y a 2 coups qui ont été manqués dans ma vie. Ouais. Le premier, j'aurais dû plonger sur le Titanic. Waouh! C'est Philippe Gildas, qui était à Canal à l'époque, et Canal avait négocié avec Cameron les droits pour les images, une coproduction pour descendre sur le Titanic. Donc ça, c'est un raté pour vous, et une immense déception. Attendez, l'histoire, c'est que Gildas est venu me voir et m'a dit, voilà, on te propose la chose suivante, tu vas faire une plongée sur le Titanic, il faut qu'avec PPDA, tu nous fasses un journal en direct, toi au fond et lui sur le plateau. Et puis après, vous faites un 52 minutes. J'étais voir la direction de TF1. Je tairai le nom de l'incapable qui m'a y conduit et qui m'a dit c'est pas la peine, aucun intérêt, on verra rien, il fait noir. Authentique. Et la preuve, c'est que si vous prenez le livre de la correspondante d'Europe numéro 1 à Nice, Brigitte Renaldi, et c'est moi qui ai appelé ma copine Brigitte, elle lui disait va vite à Toulon, il y a le bateau qui part,
et tu vas aller plonger au large de Terre-Neuve, je te donne ma place et je lui explique pourquoi. Et elle l'a fait. Elle a fait des directs à Europe numéro 1, que moi j'aurais aimé faire. Ça, c'est mon premier attaque. Et le deuxième, mais là, c'est la vie. François Mitterrand voulait que j'aille dans l'espace. Vous savez pas ça? Eh oui, c'est peu connu. À la suite d'une liaison avec Michel Tonini à bord de la station Mir, le président était fatigué, c'était à l'Élysée. Il vient vers moi, il me dit « Chavalet, vous les connaissez ?» Je lui dis « Oui, monsieur le président, je les connais. Vous vouliez être à ma place ?» Enfin, à ma place, je lui dis « Votre fauteuil, non. Non, mais à ma place pour parler avec lui. » Oui. Et donc, il s'est retiré, il était déjà très fatigué. Il avait une tranche de 10 minutes, il en a fait 3-4. Et donc, j'ai continué, moi, l'interview en direct sur TF1 avec Michel Tonini. Et il s'en souvient très bien. Et à la fin, il y avait Hubert Curien, le ministre de la Recherche, qui était un ami, et on était à 3. Et le président se tourne vers Hubert Curien et lui dit « Monsieur le ministre, vous voyez, monsieur le ministre, que faudrait-il? Je voudrais voir que notre ami aille là-haut. Est-ce que c'est possible ?» Hubert me regarde, me dit « Michel, vous voulez aller là-haut ?»« Oh, tout de suite, je fais ma valise, moi j'y vais, je fais le 30 mains. » Bon, ben c'est possible, mais quelles sont les conditions? Qu'il aille à Cité des Étoiles pendant 1 an, bon, et qu'il apprenne surtout le russe en 3 mois. Là, c'est le plus dur. Bah oui, on va prendre le russe. Mais il dit que capacité physique, intellectuelle, je pense qu'il est à même de voir. Et puis, combien ça va nous coûter? Là, le Curien a dit 80 millions de dollars. Bon, monsieur le ministre, faites le nécessaire. Là, j'étais déjà à cet Élysée. En apesanteur. Je volais, j'étais déjà en apesanteur. Vous vous rendez compte? Le rêve! Le seul journaliste qui a été là-haut, à bord de la station Mir, c'est un journaliste japonais, payé par son journal. Il n'a rien fait. Il n'a fait que vomir pendant 8 jours. Il était recroquevillé dans un coin. C'est le type qui a le plus vomi dans l'espace, avec le mal de l'espace. Je vous garantis que moi, j'aurais fait le nécessaire pour pas avoir l'estomac noué. Et donc, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? On a commencé à prendre des contacts. Bon, le PDG était fou de joie, évidemment. Le lait était fou de joie. Le problème, c'est que le président est mort. Et donc, tout s'est arrêté. Il y a eu l'alternance. C'était fini. Voilà. Voilà les 2 choses que j'ai ratées. Ça, c'est un gros raté, quand même. Oui, mais ça, c'est les événements. Un gros raté. Il n'y a pas eu d'erreur. Par contre, le Titanic, là, c'est une erreur humaine. Ouais. On vous connaît aussi pour donc, toute votre carrière, Michel Chevalet. Et puis, dans un deuxième temps, on vous a connu pour le drame qu'a vécu votre fils, Fabrice, parce que vous en avez fait un livre. Et j'ai trouvé ça, à l'époque, courageux et sans doute essentiel de partager. Voilà, on est sur un drame de la route, d'accident de la route. Vous avez raison. Vous ne m'avez jamais vu faire la une de tous les médias dits people, de raconter ma vie privée. Non. Jamais. Mais j'ai été tellement choqué, bouleversé et indigné, révolté par la carence de l'autorité de justice, incapable de traiter le problème des graves accidentés, méconnaissant parce qu'il est devenu des dossiers. hémiplégique et aveugle suite à cet accident de voiture. Je résume, il a été écrasé entre 2 camions sur l'autoroute, alors qu'il n'y est pour rien, suite à la connerie d'un chauffeur qui après plaidait pour qu'on lui rétablisse son permis de conduire, parce qu'il en a besoin de travailler. Alors qu'il a laissé un enfant, enfin un adulte, aveugle, hémiplégique, sa femme est partie, seule dans la société, abandonnée de tout le monde, sauf de ses parents. Et un juge, c'était une femme, qui a dit « 3 mois de prison avec sursis et 600 € d'amende pour bousiller un individu. » Mais c'est scandaleux d'être monde de professionnalisme. À ce point, on n'a pas le droit de juger les juges, mais si, c'est nous, notre société, qui les payons, nous avons le droit de les juger. D'où le livre. J'ai fait le livre parce que j'étais révolté, indigné. Je l'ai fait au moment du procès. Ouais. Et après, je me suis battu avec les compagnies d'assurance, et les handicapés savent ce que c'est aujourd'hui. On parle avec les attentats, parce que la société vous oublie. Moi, je dis la société, elle vous donne, elle vous fait un peu le monde, elle vous donne un petit peu de sous, et elle vous laisse sur le bas-côté de la route, et puis le convoi continue. Et vous êtes là, et abandonné, lâché par tout le monde. Et c'est comme vrai, ceux qui ont des enfants, c'est pour ça que quand on parle des accidents de la route, il y a les morts. C'est un drame, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier, il y a ceux, les infirmes à vie. Et là, c'est encore beaucoup plus lourd au présent, quand vous vivez. Patrick Sébastien, on est très amis, et il a eu la mort de son fils, un accident de moto. Et Patrick me dit, tu vois, pour moi, c'est dur. Je suis remonté le lendemain sur scène, parce que je voulais un peu oublier. Mais dis-toi, ce qui est terrible, c'est toi que tu le vois tous les jours dans l'état où il est. Et tu ne peux rien faire. Ouais. Et de fait, les relations avec son fils changent
forcément. La Ah bah relation le regard, à la moi vie. c'est un regard. Ah, moi il y a eu deux chevalets, si vous voulez. Il y a eu le chevalet avant l'accident de son fils et le chevalet d'après. Mon regard sur la société, sur les hommes, sur les institutions, les échelles de valeur, les priorités dans une vie, c'est plus la science, c'est mon fils. Et vous avez réorganisé totalement votre vie, Michel Chevalet, depuis... C'était en quelle année l'accident? 2001. 2001, donc ça fait déjà un moment maintenant, ça fait 15 ans. Vous avez complètement Ah bah, tout réorganisé tourne autour de lui, votre vie. évidemment. Si vous partez en vacances, vous ne pouvez pas le laisser seul. Donc il faut le faire avec lui. Il faut organiser cela. Parce qu'il est en fauteuil roulant, il est dépendant. Il faut organiser sa vie, veiller à ce qu'il y ait du personnel 24 heures sur 24. Avec tous les aléas que comportent les 35 heures, plus en passe et des meilleurs, les tracasseries administratives qui continuent, là, ce que j'appelle dans mon livre les comptes trombones. Vous voyez. Vous étiez déjà quelqu'un d'extrêmement populaire, mais d'un seul coup, quelqu'un de quelque part un peu tout-puissant, vous étiez numéro 1 dans votre domaine sur la chaîne numéro 1, d'un seul coup, vous faites frapper de plein fouet par la vie, enfin votre fils et donc vous, forcément, les aidants, et vous avez touché les gens différemment, finalement. On est venu vous voir pour autre chose après. J'imagine que vous avez rejoint beaucoup de gens dans leur douleur qui vivaient des choses similaires et qui ont pu, grâce à vous, trouver peut-être une oreille, un exutoire, une écoute. Leur dire qu'ils ne seront pas seuls, parce qu'on est seuls dans ces cas-là. Je vous garantis, quand vous avez un coup comme ça qui vous arrive, vous avez beau en entendre parler, vous avez vu rencontrer des gens, vous avez vu avoir lu des livres, des films, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Mais vous n'êtes pas préparé. Quand vous arrivez pendant 3 mois, vous êtes comme un boxeur dans les cordes, KO. Et vous entendez le décompte et vous dites, est-ce que je vais me relever? Et vous dites, il faut que je me relève pour lui. Personne ne pourra s'en occuper et l'aider si vous n'êtes pas là. Il va couler. Et donc moi je vais dire, si je coule avec lui, il va se noyer. Donc je vais descendre, un coup de pied au fond de la piscine et je vais remonter et le maintenir à la surface. Et je ne le lâche pas. Mais on sent que vous avez une force en vous, une puissance que tout le monde n'a pas forcément, une rage. Mais aussi. c'est le conseil que je donne aux gens, battez-vous, je sais bien, mais battez-vous, ne baissez pas les bras. Je suis arrivé à faire céder la compagnie d'assurance, réviser le jugement. Mais il faut se battre, il faut se battre. Vous aviez déjà cette force en vous quand vous étiez gamin, quand vous étiez petit? Vous ressembliez à quoi à 7 ans? Il ressemblait à quoi le petit Michel Chevalet à 7 ans? La force, si vous voulez, la passion d'abord. C'est tout, une passion de la vie et surtout une grande curiosité pour tout ce qui m'entourait, la vie. J'étais juste après, moi je suis un enfant de la guerre, hein, vous ne voyez pas, jeune fille, et c'était le début des 30 Glorieuses, tout le monde était à rebâtir, à construire, évidemment, et j'étais fasciné par les grands chantiers, les ponts que l'on bâtissait, les barrages. Et à cette époque-là, j'ai dit, je veux comprendre. Je me faisais expliquer, j'allais tout le temps traîner sur les chantiers. Il n'y avait pas que les trains, alors, d'accord. Je veux en être, quoi. Voilà. Je veux voir ce monde se reconstruire et comprendre comment ça se fait. Tout est passionnant. Comment ça marche? Tout est passionnant. Vous savez, moi, quand je prends juste un exemple tout bête, là, je vais faire un sujet pour iTélé, pour le printemps. Moi, je regarde mes tulipes pousser dans le jardin, je suis fasciné. Comment c'est bête un oignon de tulipe. Ah, vraiment, alors là, ça peut être bête un oignon de tulipe. Mais pas si bête que ça, qui s'adapte bien et qui doit savoir que maintenant c'est bon, il faut que je sorte et que je fasse vite des feuilles vertes, parce qu'avec les feuilles vertes, je fais la photosynthèse, je vais faire du sucre, et avec du sucre, je vais pouvoir faire une fleur, etc. Et puis après, mettre du sucre de côté pour tenir pendant 9 mois dans la terre et pour repartir au printemps. Et bien ça, c'est fascinant. Quels sont les mécanismes, et c'est très complexe, qui se passe dans la tête d'un oignon de tulipe pour que ça marche. Et vous dites quoi? Il y a un super scientifique là-haut qui a mis ça au point? Non, ou surtout non, pas forcément. Surtout pas. Surtout pas. Les miracles, ça ne marche qu'une fois. Hein. Mais là, ce n'est pas pour les oignons de tulipe. Non, tiens, en parlant de miracles, je suis tombée sur une photo de vous sur Internet avec Fabrice Lucchini dans un train. Oh, et vous partiez faire la journée... encore le train. Vous partiez faire la journée mondiale du rein. Et j'ai découvert en lisant l'article que vous étiez le plus jeune dialysé de France. Ouais. Qu'à 10 ans, il vous est tombé un truc sur la tête, enfin sur les reins, très exactement. Et vous en êtes sorti de justesse, dites donc. Et j'ai eu l'extrême onction. Et vous avez eu le sacrement des malades, on appelle ça maintenant, parce qu'on ne meurt pas forcément derrière. Voilà, et rapidement dit, oui, j'ai eu, juste après la guerre, on était dans des conditions sanitaires assez précaires, et j'ai eu les reins qui se sont bloqués par le staphylocoque. Il y avait beaucoup de staphylocoques dorés, on avait des boutons d'humeur, on avait des furons, étant môme. Ça m'a bloqué les reins. Maintenant, on connaît très bien hein, la pathologie. Et là, il faut gagner du temps, parce qu'on sait que ça va durer pendant 8-9 jours. Au bout de 8-9 jours, ils vont se décongestionner. Mais pendant ce temps-là, il faut tenir.
Il faut tenir sans faire pipi. Et à ce moment-là, vous vous empoisonnez. Donc j'ai commencé à être bouffi, j'ai commencé à vomir, et puis après à vomir la bile, et puis, jusqu'au moment où il y a un jeune interne qui a dit, mais vous l'avez fait pisser? Mes parents, j'avais pensé. Vite. Et là, impossible. Vite. Il a dit, trousseau. Et c'était limite. Et donc je suis arrivé à Trousseau, les gars ont dit, oh là là, là dans l'état où il est. Ouais. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc j'ai eu une dialyse péritonéale qui était une installation énorme. Aujourd'hui, c'est tout petit. Qui m'a redonné vie. Et je suis retombé dans le coma à nouveau. Et là, je me souviens d'avoir entendu mes parents qui pleuraient parce que j'étais mort. C'était fini. Et puis, un prêtre qui est venu, et le prêtre a fait un appel en chair dans mon bled, là, qui est maintenant Marne-la-Vallée, pour donner du sang pour une exsanguino-transfusion. Mais c'était pas du tout... Il n'y avait pas la banque du sang, ma pauvre. On sortait de la guerre. Eh oui, et ça a marché. Et les commerçants sont venus donner leur sang, mais en direct. Hein. Vous savez, on était là, hop, de là, hop, le gars était à côté de vous. Et ça vous a sauvé. Et ça m'a permis de gagner le temps, on a encore gagné 2 jours. Et après, eh ben voilà, je suis toujours là. Ah ça marche. Pour notre plus grand bonheur, Non, avec quelle histoire incroyable. Je vais demander à Bénédicte Maillard de venir nous rejoindre sur ce fauteuil rouge où il y a largement la place de la recevoir. Ça me rappelle quelqu'un, ça, le fauteuil rouge. Franchement, tiens. Notre Michel, c'est ça que vous vouliez me dire. Elle est comédienne, licenciée en histoire de l'art et diplômée de l'Observatoire de Paris. Et elle a écrit une comédie absolument savoureuse, scientifique et artistique. On va en parler, l'univers démasqué. Mais déjà, je vous présente Michel Chevalet, héros de votre enfance aussi. Voilà, c'est ça. Oui, alors là, totalement. C'était... je regardais la télé et c'était vraiment... Parce que moi aussi, c'était beaucoup comment ça marche. Quand j'étais petite, ça depuis toute petite. Et alors vraiment, c'était mon petit bonheur de voir... Non, c'est vrai. Mais vous pouvez l'appeler mon petit bonheur. Mon petit bonheur. Ah, c'est joli, ça. Non, c'était mon petit bonheur, oui. oui. Ouais. Mais comment ma copine Nina Renaud m'avait baptisé le Félix Potin de l'atome. Carrément, tellement je vulgarisais, je retroussais mes manches avec des maquettes. Parce que j'ai inventé les maquettes à la télévision pour faire comprendre. Ah, je me rappelle très bien des petits trucs qui s'allumaient, c'était formidable. Parce que c'était d'abord, on fait de la télévision, donc c'est d'abord un spectacle, pour capter l'attention. Tout à fait. Ça marchait très bien. Et en plus, on voit quand même le charisme déjà naturel du bonhomme. Hein, c'est ce que je me disais. Alors, comment vous avez réagi, Bénédicte, à cette première partie d'émission? Est-ce que dans ce qu'a pu dire Michel Chevalet, il y a, alors au-delà des trains et des fusées, il y a quelque chose qui vous a particulièrement interpellé, qui a fait écho en vous? Plein de choses. Et alors déjà, je trouve ça force. Ça force. Oui, ça se sent très fort. C'est une énorme curiosité. Et ça force pour tout. Pour tout ce qui est très gai. Et en même temps, des fois aussi dans le malheur. Et vraiment une puissance énorme. Voilà. Et ça se ressent très très fort. C'est très agréable. J'aurais dû faire le théâtre quand même. Oui, ça. peut-être. Il y en a un qui s'appelle Michel Drucker qui démarre à peine sa carrière théâtrale. Hein. Il faut que j'aille le voir. Ah oui, c'est un ami de très longue date. Il faut que j'aille le voir. Michel. Non, mais vous êtes loin d'être fini. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Arditi, qui est un grand ami, et Pierre, j'avais été le voir au théâtre, moi je suis fasciné par ce qu'il fait, et il me dit, bon, allez, faut que je te trouve une pièce pour toi. Je me méfie, c'est peut-être l'erreur à ne pas commettre, même c'est un métier particulier de comédien. Je ne sais pas, parce que vous avez un tel savoir scientifique. Regardez en face de vous, là, je vous présente une comédienne qui est également scientifique, là, qui saurait peut-être... On crée des couples, nous, dans cette émission, des couples de travail. On travaille sur autre chose. Voilà. Voilà. Vous savez que c'est très intéressant ce qu'elle fait, Bénédicte. Elle a créé une pièce qui s'appelle L'univers démasqué, ou presque, elle l'a créée écrite, quoi. Et il fallait vraiment... Il y avait qu'elle qui pouvait le faire. Il fallait avoir l'idée de se dire, je vais faire se rencontrer René Magritte, qu'on connaît tous, Georges Lemaître, que personne ne connaît, en tout cas, à part quelques scientifiques comme vous, le papa du Big Bang, mais quelle idée incroyable! Et sur scène, ça fonctionne vraiment très très fort. Comment c'est né cette idée, Bénédicte, sérieux? C'est en faisant mon mémoire sur Georges Lemaître, et en fait, je ne pouvais pas ne pas l'associer à des images. Donc je l'ai associé tout de suite à la peinture. Et en l'associant à la peinture, il y avait des peintres qui sont venus, et c'est surtout le peintre René Magritte que j'ai vu surgir. Parce que c'est le surréalisme, donc pour moi je voyais des choses. Il ne faut pas s'arrêter aux choses du premier plan, il y a toujours quelque chose derrière. Et le surréalisme, pour ça, m'aidait beaucoup, comme dans la science, etc. Donc vraiment, et puis les titres de plein de tableaux de René Magritte étaient en lien avec les découvertes de Georges Lemaître,
où voilà, il y avait, comme je disais, il y a une bouteille par exemple qui s'appelle la courbure de l'univers. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que ça faisait sens. Il y avait des affinités très fortes entre les deux. Des affinités électives, pour reprendre. Que je termine voilà, avec les affinités électives. Que vous citez dans le spectacle. Ils étaient belges tous les deux, ils étaient de la même époque, ils sont morts à un an d'écart. Ils auraient pu se rencontrer. Oui, ils auraient pu, mais a priori, pour réparer non. les outrages de l'histoire. Voilà. Et alors c'est très intéressant parce que vous mettez en résonance l'art et la science au sujet d'un thème qui est vraiment dans l'approche du spiritualisme en fait. Et c'est très intéressant comment ça dialogue. Vous faites sur scène ce que Michel Chevalet a tenté de faire un peu à sa manière. C'était pas l'art, c'était la science et nous. Oui. Mais il y a quelque chose d'assez commun dans vos démarches, je trouve, dans cette envie de partager. Moi, ça trouve très intéressant cette démarche, et je crois que c'est un truc dans lequel les anglo-saxons sont beaucoup plus forts que nous pour scénariser, pour mettre en scène, en quelque sorte, la science. En France, on manque d'auteurs où à chaque fois qu'on l'a fait, c'était pas bon, ça jouait faux. Mais il est temps que vous arriviez, moi je dis Michel Chevalet sur scène. Oui, parce que j'en ai parlé avec Stéphane Bern. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Il a fait redécouvrir, bon, avec bien sûr toute une équipe derrière, il a fait redécouvrir l'histoire. Les trucs sur l'histoire ont mis de côté, le reste c'était chiant, merdant, voilà. Et ça voulait pontifier. Pas du tout. Bern a dit, moi je suis le français moyen, je m'émerveille, et je vais vous faire découvrir que moi, je ressens. Et je dirais, il faudrait, dans le domaine de la science, mais on n'est pas très bon en France pour ça, peut-être trop cartésien, de dire je vais vous raconter l'histoire de M. Einstein. C'est une très belle histoire, à la fois sur le plan humain, sur le plan scientifique. Alors là, on vous dit tout de suite, quand vous proposez ça, moi j'avais proposé ça, TF1, c'était pas la tasse de thé, je le conçois de la chaîne, on disait, oh ouais, mais ça va pas intéresser grand monde, oh ben ça va être emmerdant, oh ben il n'y a pas d'image, d'illustration. Mais je dis, mais il faut mettre en scène, il faut des comédiens, il faut des costumes, il faut reconstruire des décors. Ça coûte cher. Et là, on vous dit, non, c'est trop cher pour l'audience que l'on aura. Et à chaque fois, quand ça a été fait à la petite semaine avec le manque d'argent, alors que, il faut reconnaître, les superproductions américaines mettent le paquet et ça réussit. À son petit niveau, Bénédicte n'a pas eu trop de soucis à monter la pièce parce que les gens y ont cru. Oui, ça a été... Facile. Alors, oui, alors on ne peut pas dire facile dans le sens qu'il faut un gros travail, etc. Mais très vite, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui ont dit d'accord, on y va, on fonce, toute une équipe. La personne qui a mis en scène tout de suite a dit oui, la Stéphanie Lanier, les comédiens, donc il y a Alain Dumas, Régis Santon, un musicien aussi, parce qu'il y a une très belle musique, voilà, Olivier Gavigno. Enfin, ils ont tout de suite accroché et donc ils se sont mis à fond dans le projet et donc ça a démarré finalement assez vite. Voilà, et la pièce vient de se terminer à Paris, mais va redémarrer ailleurs, sans doute en région parisienne dans pas longtemps. Pour l'instant, on ne sait pas encore où, mais ça va pas tarder, donc surveillez Internet. On va regarder comme un extrait, qu'on sache de quoi nous parlons, Michel Chevalet. Donc je vous propose quelques images de l'univers démasqué ou presque de Bénédicte Mayer. Je me présente, Georges Lemaître. René Magritte. Je peux savoir ce que vous faites chez moi? Ah oui, bien sûr. Eh bien voilà, je suis venu parce qu'il faudrait que vous me fassiez mon portrait. Voilà pourquoi. Un portrait? Ah oui, comme ça, là, maintenant. Il faut absolument que ce tableau soit terminé dans 3 jours. Parce que j'ai un rendez-vous avec le pape. Ceci n'est pas une pomme. Oui. L'espace-temps est considéré comme un espace à connexion euclidienne qui a non seulement une grandeur, mais en chaque point une structure géométrique bien définie. Cette structure décrit le champ de gravitation et là où la matière est présente, il décrit la densité de quantité, de mouvement et les tensions internes de cette matière. Ainsi, on obtient une étonnante géométrisation des phénomènes graviques. Et souvenez-vous, si vous comprenez la gravitation universelle, le monde vous donnera une autre facette de sa vraie nature. La gravitation universelle. La gravitation universelle. La gravitation universelle. Mais pourquoi Georges Lemaître a-t-il pensé à moi pour lui faire ce portrait? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ouais, il aurait pu demander à un autre peintre du style, je ne sais pas moi. Ah si, je sais, tiens, Picasso. Pourquoi n'a-t-il pas demandé à Picasso? L'esprit est capable d'imaginer des effets qu'il ne peut expliquer. On n'explique rien en aucun domaine. Il faut chercher au-delà. Voilà deux personnes différentes qui s'interrogent sur la représentation du monde. Vous teniez à dire aux téléspectateurs que ces images-là dataient un petit peu, Oui. et que c'est bien mieux aujourd'hui. C'est Bah, ça oui, non, c'était. Moi, ça me donne déjà très envie. Bon, mais... bah, tant mieux, bah, c'était la 4e représentation, ça date d'il y a 1 an et demi, donc vraiment, et on a changé depuis en plus les décors, et effectivement, on a joué depuis, je crois, une 50aine de fois. Donc forcément, ça a beaucoup évolué. Voilà, mais... Alors, Georges Lemaître, il faut quand même préciser qu'il était chanoine catholique, Oui. qu'il était donc en recherche scientifique et que lui, sa foi n'a jamais été ébranlée par... c'est donc le père de la théorie de l'expansion, le père du Big Bang, et jamais sa foi n'a été ébranlée par ses découvertes, et jamais ses découvertes n'ont été, comment dire, influencées par sa foi. Lui, il faisait vraiment une distinction entre les deux. Hein. Oui, il faisait une distinction entre les deux. C'était très important pour lui parce qu'il a été quand même énormément critiqué. Chahuté là-dessus. Oui, chahuté, Einstein, etc. Parce qu'il remettait aussi en cause tout un système, parce qu'à l'époque, on pensait vraiment que l'univers était stationnaire, statique. Et avec l'apparition de l'expansion de l'univers, la théorie du Big Bang, tout à coup, on s'aperçoit que l'univers a une histoire. Il est changeant. Il a eu un début. S'il est en expansion, c'est qu'il a eu un début. Voilà, et donc on change beaucoup de choses, donc c'était très difficile à accepter. Donc il a eu quand même beaucoup d'opposants, et dont aussi Fred Hoyle. Fred Hoyle qui a donné le terme du Big Bang. En voulant se moquer, il a finalement nommé le phénomène. Exactement, oui. Donc il a eu quelques opposants, puis après c'est venu. Alors moi je ne connaissais pas Georges Lemaître, mais j'imagine, Michel Chevalet, que vous, évidemment, ça vous parlait comme nom. Ah oui, parce que, enfin, toujours, les grandes connaissances scientifiques, on parlait toujours d'Einstein. On parlait toujours d'Einstein, ok. Mais, et surtout l'actualité des derniers temps, avec la découverte, la mise en... Il faut affiner les choses. Enfin, on a détecté, il semblerait qu'on a détecté des ondes gravitationnelles, mais il faut que ça soit encore affiné. Surtout, il faut maintenant qu'on aille dans l'espace avec des satellites pour les détecter et non plus sur Terre. Tous les regards se tournaient et la connaissance était « Monsieur Einstein, Monsieur Einstein ». Oui, mais il y a tous les oubliés de l'histoire aussi. Mais ça fait partie, voilà ce que j'allais dire, ça fait partie des oubliés. Or, c'était tout de même Georges Lemaître. Mais vous savez, en science, c'est comme en politique, comme en domaine artistique, on aime bien des têtes d'affiche. Les légendes. Des légendes, et on tourne ça, et il a fallu justement un grand travail pour sortir de l'anonymat Georges Lemaître. Moi, je l'ai découvert à travers des écrits, des ouvrages, mais j'avoue qu'au début, dans mes études, on m'avait jamais parlé. On parlait d'Einstein. En études de physique, j'ai fait une licence de maths appliquées, on n'en avait jamais parlé, de vous à moi, Georges Lemaître, ou physiquement, un certain Georges Lemaître qui était précurseur, c'est tout. En fait, c'est lui qui a fait le boulot, qui a été repris intelligemment, après par Einstein. Et qui lui a donné la structure mathématique. Hein, il n'y a pas Friedman aussi qui a été oublié c'est pas Friedman qui s'appelle dans l'histoire Mais il n'est pas allé jusqu'au bout quand même. Mais les Bogdanov sont passés avant vous sur ce siège, c'est pour ça que j'ai des réminiscences il y a quelques semaines qui me reviennent. Oui. Je tiens à préciser qu'on va fêter le 60e, enfin fêter, je ne sais pas si on le fête, mais célébrer le 60e anniversaire de la mort d'Einstein, le 20 juin, donc ça ne va pas se calmer. Ah d'accord, parce que j'ai dit... De Georges Lemaître, pardon. Ah oui, voilà. De Georges Lemaître, pardon. Oui. Donc ça va être l'occasion de rétablir le personnage. Je ne sais pas s'il a besoin d'être rétabli, mais en tout cas auprès du grand public. Oui. Alors, l'anniversaire va se fêter en Belgique. Hein. Je ne sais pas si en France, on va faire des choses. Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est un peu calme. Voilà. Je crois que c'est un peu calme. Voilà. Je voudrais vous faire réagir à une phrase que Bénédicte connaît bien. C'est une phrase extraite du Cosmos et le Lotus de Trinh Xuan Tuan qui résume ce que vous avez voulu exprimer dans la pièce. Donc je la cite parce que vous la citez vous-même souvent. 3T, on l'appelle. Hein. Ah oui. Ah oui, moi, je l'ai connu, je le connais, mais c'est 3T, on l'appelle 3T. 3T, je ne suis pas sûre que les spectateurs auraient compris. Le processus de la création scientifique est étonnamment proche de celui de la création artistique. Le scientifique, quand il découvre un aspect caché de la nature, et l'artiste, quand il crée une œuvre d'art, ressentent tous les deux le même sentiment exaltant de s'être approchés un très bref instant
de la vérité éternelle et d'avoir soulevé un modeste pan du grand mystère. C'est joli. Ouais. C'est joli, mais c'est surtout très, très vrai. Ouais. Vous aviez envie de mettre en valeur, vous, cette approche de l'univers, et par le créateur, et par le scientifique. Oui, oui, oui. Puis c'est vraiment, je me dis, c'est ça, je crois, quand on est curieux et quand on cherche, ça peut passer par plein de choses, et par la recherche scientifique, par l'art, enfin pour plein de choses. Je crois qu'on a envie d'aller, ouais, on utilise les moyens qu'on a, les outils qu'on a pour arriver à trouver, enfin à trouver, je crois qu'on ne trouve jamais, mais à se poser des questions, vraiment. Oui, mais là, non. Ouais. Regardez, on essaye toujours de donner un support matériel à sa pensée. Hein. Regardez les représentations que l'on se fait de l'univers aujourd'hui. Vous voyez des revues, on imagine comment, la grosse boule, le truc qui a éclaté. Et actuellement, bon, on a un grand poète, Jean-Pierre Luminet, brillant à ça, Lulu. Je travaille avec lui. Eh ben voilà, je ne savais pas, voilà, c'est un ami. Moi, je l'appelle Lulu la science, vous voyez, entre nous. Entre Lulu, 3T c'est et joli. Lulu, 3T, T3 ah ben oui. et Lulu la science, on Lulu est la entre amis. science. Oui, mais comme ça, on le retient. Mais il en est très fier, d'ailleurs, Lulu la science. Regardez, lui, il a imaginé un univers courbe, en selle de cheval. Hein, on a l'univers, on selle, enfin bon, ça colle pas. On l'avait fait tout plat, on l'a fait en selle de cheval. Et puis maintenant, en structure d'éponge. En structure d'éponge, avec des filaments de matière et du vide entre. Vous voyez, et il y a beaucoup de poètes qui disent, enfin, le plus grand poète que l'on ait, même, c'était Bébert la science, enfin, je continue, Hubert Reeves. Bébert la science. Bébert la science, ben Alors, oui, pour nous les il est journalistes. déjà venu 2 fois dans cette émission, la 3e fois qu'il viendra, je lui dirai. Hein. Vous savez comment vous appelle Michel Chevalet? Bébert la science. Ah oui, avec toute estime et l'amitié et l'amour que j'ai pour lui. Il a fait un boulot formidable, enfin, scientifique évidemment, culturel, de vulgarisation, c'est très proche. Et puis beaucoup de sensibilité, de poésie. Il y a de la poésie dans l'univers. Mais tout ça, à chaque fois, pour s'approcher du grand mystère. Hein. Il y a un G majuscule et un M majuscule. Vous mettez quoi, vous, sous ce grand mystère? Vous mettez Dieu? Vous mettez pas Dieu, Bénédicte Mayer? Ça, c'est la question à $100, ça. Ouais. Est-ce qu'il faut mettre Dieu? Ah ouais, Voilà. ben voilà. Est-ce qu'il faut mettre Dieu? Ben vous, intimement, dans Moi, votre conviction. intimement. Vous avez été élevé dans la religion chrétienne? Oui. Oui, oui. D'accord. Enfin, oui, j'ai été baptisée, communion, mais après, mes parents n'étaient pas du tout D'accord, plutôt comme un pratiquants. environnement social. Voilà, c'était oui, D'accord. c'est ça, mais... alors, ce que j'y mets... Parce que finalement, c'est aussi pour vous approcher. Oui, oui, bien Vous sûr, jouez mais cette bien pièce. sûr. On a vu que c'est vous qui faites Georgette oui. Magritte. Vous jouez cette pièce. Elle vous rentre par tous les pores de la peau, par Ouais. la bouche. Vas-y, vous l'avez Ouais. écrite. Mais oui, non, c'est parce que je Bon, me pose alors. énormément de questions. Mais tout le temps. Répondez. Tout le temps. Mais non, mais justement, c'est ce que je dis. Je n'ai pas de réponse, mais je cherche profondément Comment ça marche? comment ça marche, et comment ça marche, et comment ça marche, et tout l'esprit, mais qu'est-ce qu'on fait là, et Ouais, mais attendez. tout ça, quoi. Celui qui joue Magritte, c'est votre mari, Oui. ce formidable comédien. Vous devez en parler tous les deux. Il croit quoi, lui? La conversation, ça doit être quelque Non, mais chose. je me demande si on peut mettre des mots là-dessus. C'est vrai. Non, c'est vrai, oui. Vous êtes en recherche, vous ne savez pas En quoi, mais ben- en recherche, d'accord. Je me dis bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse totalement. Non, parce que c'est étonnant. C'est sûr. Vous passez par l'art, vous Ouais. passez par la science. Il se Oui. trouve que cet homme de science est également un religieux. Oui, bien sûr. Donc forcément, vous passez par la Mais bien religion. sûr. 3e dimension, c'est pas un hasard. Non, non, si du vous avez tout. été chercher Georges Lemaître. Bien sûr. Donc c'est pour vous rechallenger par rapport aussi à la religion ou à la foi ou à l'existence ou pas de Dieu. Non, je Et dis. Dieu dans tout cela. Et Dieu dans- Tiens, on en revient aux phrases cultes. On en revient, mais oui, et Dieu dans tout cela, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Moi, je dirais, pour moi, c'est devenu une hypothèse, ça fait partie d'un ensemble d'hypothèses. Dieu est une hypothèse qui est, si vous voulez, la solution la plus simple pour résoudre les problèmes que l'on se pose. Quand Ah, on vous sait trouvez pas. ça simple, vous? Je trouve pas ça simple du Mais tout. c'est la solution la plus simple. Ah bon, ben d'accord. Pour moi, Si pour vous moi le dites. c'est Oui, je comprends c'est très une bien, hypothèse. oui. C'est la solution la plus simple. Est-ce que Magritte
Ah, je connais comme tout le monde les grandes œuvres de Magritte, Oui. mais je connais pas bien son œuvre. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'œuvre de Magritte, Michel Chevalet. Est-ce que Magritte a essayé de représenter Dieu dans un tableau? Est-ce que vous Je savez crois ça? pas. Ouais. Mais il me semble pas. Parce Ça- qu'on a ça me dit des rien. œufs dans des cages, Oui. on a des pommes, on a des chapeaux melons, des pipes, on a des maisons avec des nuages à Oui, l'intérieur. des hommes qui volent, Des hommes qui volent. mais non, je pense pas qu'il est non, non, À la Follon. pas le À la Follon. À la oui. Follon. C'est vrai que Follon aussi a des hommes qui volent. des hommes qui volent, ouais. Des hommes qui volent. Alors, Ouais. on va dézoomer un petit peu. Vous avez devant vous le héros de votre enfance. Est-ce qu'il y a Oui. une question que vous auriez toujours voulu lui poser et que, bah, écoutez, il est là, on vous l'a livré en paquet cadeau sur un magnifique canapé rouge. Il y a une question que vous auriez envie de lui poser. Et attention, parce que je vais vous Alors poser là- la même question face à Bénédicte Maillère, qui remet un petit peu en cause les codes du théâtre. Et moi, j'aime bien, oui. en venant pas de là forcément initialement. Voilà, si vous avez une question à lui poser aussi par rapport à qui elle est ou à ce qu'elle fait, ça va être le moment. Qui démarre? C'est vous, Bénédicte, qui démarrez? C'est Aïe, parti. aïe, ouille. Allez, très bonne question. Très bonne question, la vache. Très bonne. Ouais. Bah, allez-y alors, parce que j'ai du mal là. Non, je On commence avec. C'est vrai qu'on a envie de lui poser tout un tas de questions qui commencent tous ou qui se terminent toutes par comment ça marche. Oui, voilà, c'est ça, on a envie de dire, oui, comment ça marche Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore plein de choses où vous avez envie de chercher? Est-ce que votre curiosité, elle ne s'arrête jamais, en fait? Comme je fais. Il y Non, a peut-être des nouveaux absolument. domaines, Ouais, peut-être des des nouveaux nouveaux domaines, domaines voilà, d'exploration domaines. aussi. Dans votre Comme intérêt. Hein. attendez, comme moi, ma maîtresse, la maîtresse de ma vie, enfin, tout homme a une maîtresse, moi, c'est l'information, c'est l'actualité. Et tyrannique, hein. Mais chaque fois, si vous voulez, les événements de la grande machine de la vie mondiale qui se déroule, fait que vous avez des interrogations, ne serait-ce qu'en tant que citoyen. Alors, je ne parle pas à chaque fois, moi, je suis à iTélé, il y a un avion qui est tombé, viens vite nous expliquer pourquoi, le machin, qu'est-ce que tu sais, truc. Mais la vie vous amène tous les jours à vous interroger. Et je dirais, peut-être, c'est pour moi, c'est la science au quotidien. Il y a les grandes théories. On a découvert, disons, le boson de Higgs. Vous étiez au courant? Oui, c'est un truc que je suivais avec des copains au CEA. J'étais prêt et j'ai amené sur le plateau un Lego avec 12 pièces et puis 4 tubes de colle, les forces de l'univers. Et puis j'ai dit, ben voilà, il y a 12 pièces. Avec ces 12 pièces fondamentales, on fait toute la matière qui est autour de nous, et puis on arrive à faire les êtres vivants, et puis on fait la Terre, on fait les planètes, on fait l'univers, on fait les galaxies, on fait tout l'univers avec 12 pièces. Et je dis, admirons le cerveau humain qui est capable d'avoir imaginé ce pulse élémentaire, et puis il y a les tubes de colle. Bon, puis comme l'homme, il a 4 tubes de colle, il se trompe toujours dans les tubes de colle, donc il ramène tout à deux tubes de colle. Voilà. Mais je ne dirai pas plus sur le boson de Higgs, vous voyez? Mais ça permet, vous voyez, ça vous évoque quelque chose. Et puis derrière, il y a un certain nombre de questions. On vous dit, est-ce qu'il y a un Gugus qui a pensé que tout pouvait se ramener à 12 pièces? Vous voyez, là, j'ouvre. Voilà, là, on y arrive, vous voyez. Et je dis, parmi ces hypothèses, oui, il y en a une, c'est l'être suprême, Dieu, qui aurait pensé à ça. Je dis, chapeau, le mec qui a pensé à ça, là, chapeau, il est très grand. Voilà, c'est tout. En fait, vous vous retrouvez bien tous les deux. Voilà. Vous le cachez un peu, mais vous portez un joli bijou. Bénédicte Maillère, vous le portez parce qu'il est important pour vous. Oui. On peut le voir, cet objet. Voilà. Mais ça s'ouvre, non? Oui, ça s'ouvre. Et ça, c'était à ma grand-mère. Il y a ses initiales dessus. J'arrive pas à l'ouvrir, mais voilà. Ça, je l'adore. Et c'est donné par mon grand-père. Donc, du coup, Il y a quoi à c'est l'intérieur? très précieux. Alors, il y avait sa photo. Et hélas, quand mon grand-père me l'a donné, il l'a enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, il y a un petit dessin qu'a fait ma fille, un petit gribouillage. Mais c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Et auquel vous vous sentez, ce sont des personnes qui ont disparu, auxquelles Oui. vous vous sentez relié Très. aujourd'hui. Et Oui, vous oui. allez où pour parler? Dans des églises? Et non, il faut que je sois seule plutôt. Je vais dans des endroits où je suis plutôt seule, dans mon jardin. Les églises, ça peut m'arriver, mais si, ça peut m'arriver. Ça Donc, peut si vous m'arriver. leur parlez, c'est qu'ils existent toujours quelque part. Oui. D'accord. Ah oui, donc quand même. Oui. D'accord, quand même. oui. D'accord. Et vous, vos morts, vous faites quoi avec, Michel Chevalet? Pardon, Vos morts, vous leur parlez? Non. Ils sont quelque part? Non, ils sont morts. Ah oui. Ils sont très, très pour moi, morts. oui, parce que la pensée, elle n'existe
que s'il y a un substrat biochimique, biologique derrière. À partir du moment où vous détruisez ce Oui, substrat, la pensée, mais l'âme. c'est une hypothèse pour moi. Eh ben voilà un champ d'exploration. Voilà, voilà, c'est une Champ hypothèse. d'exploration non exploré par Michel Chevalet. Comment ça marche, Oui, l'âme? Voilà, oui, c'est oui, ça. oui. Voilà, donc Grande pour- question. voilà. Je suis comme tout le monde, mais j'en posais une. J'ai dit, Oui. comment se fait-il qu'une comédienne comme vous se soit lancée dans cette œuvre qui est tout de même pas grand public, qui est plus difficile, alors que vous avez assez de talent pour jouer des comédies de boulevard ou des choses comme ça, non? Ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que ça me... Enfin, Faut être gonflé, hein, de vous à Oui. moi. Faut être gonflé pour se lancer là-dedans. Je pense que oui, bah, finalement, peut-être que j'ai un certain courage. Mais parce que presque c'était plus fort que moi. Hein, c'était plus fort que moi. Il fallait que je fasse ça et je continuerai. Parce que c'est quelque chose de très, très puissant. Très, très à l'intérieur de moi. C'est des questions tellement fortes que je me pose qu'il faut que je les pose, il faut que je l'écrive, et puis il faut que ça surgisse. Donc ça a été un moteur très puissant. Vous pouvez pas faire la vie de Lavoisier, par exemple? C'est passionnant. C'est pas- attendez. Un peu décliner le système, hein. Oui, Lavoisier. j'ai encore d'autres Pierre, j'ai- Marie Ah, vous Curie, avez d'autres on peut faire Marie Oui, mais Curie. j'ai un autre truc qui me... Trotte dans la tête. Ah, mais vraiment très fort, là. Dont on a le droit Vous de en parler parlerez ou pas? Non, pas tout de suite, peut-être. d'accord. Ils en parleront entre eux après Oui, l'émission. oui. Je voudrais quand même signaler qu'il y a un site internet où on peut voir ce que vous faites, Oui. quelle est votre actualité, Oui. et notamment où est-ce que vous jouerez très bientôt l'univers des masqués ou presque, parce qu'on attend quand même que ça reparte Que ça quelque reprenne, part, c'est en ouais. discussion Oui. actuellement. Donc le site s'affiche, voilà, la chevelure de Bérénice.fr. Voilà. Bérénice, on la salue au passage, c'est votre fille. Voilà. En tout cas, merci pour ce que vous êtes déjà et pour ce que vous nous Merci. proposez, parce que c'est tellement original et singulier. C'est une vraie proposition Bon, mais artistique merci et beaucoup. scientifique et théâtrale. Bon, franchement, bravo, Bénédicte Maillard. Je voudrais signaler que Michel Chevalet va sortir un bouquin qui s'appelle Comment ça marche? Ah, bah alors. Ah bah ouais, Oh, bah, je vais l'acheter, Celui-là, c'est ah bah. obligé. Mais c'est comment ça marche l'espace? C'est En espace, plus, comment ça marche, alors, l'espace. C'est-à-dire que ça, la ça me démarche, plaît d'autant plus. la démarche, c'est de dire, il y a plein de bouquins sur l'espace, la vie, les astres. oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, ce que m'a dit l'éditeur, Paul Sen, c'est comment vous l'avez vécu, vous, D'accord. la conquête de l'espace. Donc c'est à un travers regard un certain nombre. subjectif. Voilà, à travers d'anecdotes, comment j'ai fait les mises en scène pour rendre passionnantes des fois des travaux scientifiques très complexes qui ne passionnaient pas, le grand public. Alors, la sortie du livre a été repoussée à septembre, ça c'est pas très grave, mais moi j'espère franchement que vous allez le décliner, parce que je disais comment ça marche l'espace, c'est très bien, mais moi derrière je veux comment ça marche les trains, comment ça Ah marche oui, la mer, ça fait- comment ça marche l'âme, comment ça marche Dieu. Non, mais on a une collection Ouais, de je chevalets, pense qu'on peut en faire pas mal. on peut en faire pas mal. Mais en tout cas, on est content d'avoir provoqué cette rencontre, peut-être qu'elle aura une Moi aussi. fécondité. Merci infiniment à tous les deux pour Merci. votre énergie et votre puissance à tous les deux. Merci, au revoir. Merci.